Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de la SCI et tout ce qu'il y a à savoir pour monter une SCI, pourquoi, comment, quels sont les avantages, quels sont les points de vigilance. On voit tout ça tout de suite ensemble. Les amis, dans cet épisode aujourd'hui, on va parler de la SCI, tout ce qu'il y a à savoir à propos de la SCI, se poser les bonnes questions. Pourquoi faire une SCI? Quand on veut faire de l'immobilier, il y a plusieurs solutions. C'est une solution. Quels sont les avantages? Quels sont les points de vigilance? Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur. J'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir au travers de ce parcours, vous éviter les erreurs que j'ai pu faire et vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, que vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Alors aujourd'hui, on va voir la SCI, tout ce qu'il y a à savoir sur la SCI, les avantages, les points de vigilance, on voit ça tout de suite ensemble. Donc tout d'abord, la SCI, c'est quoi? La SCI, c'est une société civile immobilière. Société civile, ça veut dire société de personnes, en comparaison avec les sociétés commerciales que sont les SARL, SAS, SA, etc. Pourquoi je précise ça? On va y venir un peu plus tard, car au niveau de la responsabilité, les choses sont un peu différentes dans une société de personnes. Donc une société civile immobilière, c'est avant tout une société, donc une personne morale, qui diffère donc de votre personne physique. Vous créez donc une entité qui n'est pas vous et qui vous représente pour cet achat dans l'immobilier. C'est donc cette personne morale qui va faire les achats dans l'immobilier que vous voulez faire. Pour monter une SCI, il faut au minimum 2 associés. Ces associés peuvent être des personnes physiques, vous, moi, votre frère, votre mère, quelqu'un de la famille, peu importe, un ami, quelqu'un avec qui vous voulez vous associer pour faire grossir votre patrimoine. Mais ça peut être aussi une personne morale, ça peut être votre société, une holding, une société commerciale. On a besoin de 2 associés au minimum, mais ça ne veut pas dire que les 2 associés sont associés à 50-50. Ça peut être un associé à une part et l'autre associé à 9 999 autres parts. Donc vous pouvez faire appel à quelqu'un si vous voulez faire une SCI tout seul, vous lui donnez une part, vous êtes 2, mais c'est vous qui prendrez toutes les décisions, tout le risque bien sûr également, et bien sûr tous les bénéfices. Une SCI, c'est une entité, une personne morale qui est créée afin de faire de l'acquisition, de l'administration, de la gestion de biens immobiliers. Également, on peut acheter des parts de SCPI ou de l'usufruit en réel dans l'immobilier ou alors en SCPI. Par contre, ce n'est pas un véhicule qui est approprié à faire de l'achat-revente du marchand de biens. Pour ça, vous aurez besoin d'une société commerciale. La SCI, c'est vous voulez acheter, conserver et faire grossir et accumuler du patrimoine dans l'immobilier. Et si votre but est de faire de l'achat-revente, ce n'est pas le bon véhicule. Alors comme je le disais tout à l'heure, la SCI c'est une personne morale, mais contrairement aux sociétés commerciales comme les SARL, les SAS, etc., où vous n'êtes responsable des pertes de la société qu'à hauteur de votre participation à la société, donc votre participation au capital social et peut-être en compte courant si jamais elle est en cessation de paiement. Par contre la SCI, il y a une transparence et s'il y a un problème, on va pouvoir vous chercher sur votre patrimoine personnel. C'est quelque chose à prendre en considération. Pour ceux que ça effraie, on peut toujours considérer faire une société commerciale immobilière, mais sachez que les banquiers, si vous avez besoin d'un financement, préfèrent forcément une SCI parce qu'ils savent que s'il y a un problème, que la SCI n'est pas en capacité de rembourser son prêt, ils vont pouvoir aller vous chercher, saisir votre voiture, votre maison au besoin. Donc naturellement, le banquier va préférer que vous fassiez une SCI plutôt qu'une SASI ou une SARLI ou une EURLI, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immobilière, parce que cela représente plus de risques pour lui. L'avantage de la SCI, c'est que son fonctionnement est plutôt simple. Il suffit en gros de faire une assemblée générale par an pour les grandes décisions qui sont l'acquisition ou la revente, la stratégie, etc. Et ensuite, il y a un gestionnaire, un gérant, qui lui va s'occuper des affaires courantes, c'est-à-dire de mettre en location les biens, de récupérer les loyers, de faire les états de lieux, etc. Ensuite, pour la fiscalité, on a le choix entre 2 options. L'option par défaut, c'est l'imposition sur le revenu, c'est-à-dire que fiscalement parlant, la SCI va être transparente. Ce n'est pas elle qui va payer des impôts, mais c'est vous.
Prenons un exemple, si vous êtes associé avec une personne à 50-50 dans la SCI et que la SCI fasse un bénéfice, admettons, de 10 000 euros, eh bien, chacun de vous aura donc 5 000 euros à déclarer en revenus fonciers. Pour ceux qui ne connaissent pas le calcul de l'impôt sur les revenus fonciers, je vous invite à vous référer à l'épisode concernant ce mécanisme. Donc il faut prendre en considération que les revenus de la SCI vont s'ajouter à vos revenus actuels, la fiscalité va être plutôt conséquente, et si les revenus perçus de la SCI sont assez élevés, ils pourraient même vous faire aller dans une tranche marginale d'imposition plus élevée et donc augmenter le taux auquel vous êtes imposé. Donc, point de vigilance, il faut faire attention. L'idéal, c'est de faire une projection en fonction de votre bilan prévisionnel, savoir combien vous projetez de rentrée d'argent et faire le calcul combien d'impôts vous allez devoir payer là-dessus. La deuxième option, qui est optionnelle, donc pas obligatoire, mais par contre, une fois qu'on l'a choisie, elle est irrévocable, c'est choisir l'impôt sur les sociétés. L'avantage de cela, c'est que bêtement, vous allez pouvoir déduire énormément de charges, c'est-à-dire les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de gestion, les travaux, et également vous allez pouvoir amortir. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est l'amortissement, je vous invite à vous référer à l'épisode sur le LMNP où on aborde cette notion comptable qui en gros permet de déprécier la valeur de notre bien immobilier comptablement et donc chaque année de réduire le résultat de façon virtuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qu'on sort, mais c'est de l'argent qui va être comptabilisé et ça permet ainsi de réduire le résultat. Si on a un résultat moins élevé, on paye forcément moins d'impôts. À savoir également, l'option à l'impôt sur les sociétés est obligatoire si vous faites de la location meublée. L'option à l'impôt sur le revenu est la plupart du temps, pendant le cours de la vie de la SCI, moins intéressante parce que on doit déclarer ses revenus fonciers au micro ou au réel, et le déficit que l'on peut répercuter sur son revenu imposable a une limite de 10 700 euros. C'est-à-dire que si votre SCI est très endettée et qu'elle a beaucoup de charges, le résultat déficitaire ne pourra pas dépasser un certain niveau et réduire votre imposition de ce fait. Donc, une fois de plus, à prendre en considération. De l'autre côté, avec l'impôt sur les sociétés, on a l'avantage de pouvoir amortir, de pouvoir passer en charge pratiquement toutes les dépenses qui concernent l'activité de la SCI et il n'y aura pas d'impôt sur le revenu supplémentaire à payer ni de contribution sociale générale, CSG. Donc, dans le courant de la vie de la SCI, c'est plutôt avantageux. Mais tout ne s'arrête pas là. Il faut prendre en considération également qu'est-ce qui se passe à la revente ou à la fin de la vie de la SCI si vous décidez de la liquider, de cesser son activité. Alors, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, vous avez un abattement pour durée de détention qui est progressif. Et en gros, l'idée, c'est qu'après 22 ans, vous n'aurez plus d'impôt sur le revenu à payer sur la plus-value en cas de revente. Et de la même façon, après 30 ans, vous n'aurez plus de prélèvements sociaux à régler grâce à cette durée de détention et l'abattement correspondant. 22 ans, 30 ans, ce sont de grandes durées. Je vous expliquais plutôt que la SCI, c'était quand même un véhicule pour les projets à long terme. C'est quelque chose à prendre en considération, mais il faut garder à l'esprit que ces abattements sont à l'heure actuelle effectifs, mais que d'une année à l'autre, un gouvernement au pouvoir pourrait décider de les supprimer. Dans le cas d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, l'impôt va se calculer sur la plus-value, mais la plus-value va se calculer différemment. Reprenons l'exemple de l'impôt sur le revenu. Vous avez acheté un appartement de 100 000 euros et vous le revendez 300 000 euros, plus-value 100 000 euros. Vous le gardez, admettons, pendant 22 ans, vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu à payer pour cette plus-value, vous n'aurez que les cotisations sociales correspondantes. Prenons le même cas de figure maintenant dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur les sociétés. Toujours même prix d'achat 200 000, toujours même prix de vente 300 000. Par contre, vous avez amorti, c'est-à-dire que la valeur comptable de votre bien a été dépréciée. Donc on va prendre le prix de vente, on va prendre le prix d'achat, mais le prix d'achat, on va lui enlever tous les amortissements qu'on a fait, c'est-à-dire cet avantage qu'on a eu pendant toute la durée de détention. Et si on a amorti pour 100 000 euros, la plus-value va être de 300 000 le prix de vente, et pas moins 200 000, mais moins 100 000, car 100 000 euros d'amortissement retranché à 200 000 euros de prix d'achat, il nous reste 100 000 euros. Donc
300 000 moins 100 000, on a 200 000 euros de plus-value. Donc là, c'est moins intéressant, car forcément, la fiscalité à ce moment-là va être plus élevée. Si vous voulez connaître mon sentiment sur la chose, personnellement, je préfère avoir un avantage pendant toute la vie de la SCI, pendant toute la durée de détention, quitte le jour de la revente à avoir à payer plus, car comme je le disais, la SCI c'est vraiment un véhicule pour penser long terme et pour penser aussi transmission à ses enfants. Dans le cadre d'une transmission, on pourrait même considérer donner la nue propriété de notre SCI. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mécanisme, je vous invite à consulter l'épisode sur le démembrement. Et donc en donnant la nue propriété, on garde l'usufruit, on garde donc la capacité à percevoir des loyers et on peut transmettre ainsi la nue propriété. Le jour où on disparaît, nos enfants ont la pleine propriété et il n'y a plus de question de plus-value. Donc ce sont des choses à prendre en considération, la fiscalité. Comme vous l'avez compris, moi je préfère une SCI à l'impôt sur les sociétés et payer moins d'impôts en personnel pendant toute la durée de détention du bien. Ensuite, une question peut se poser, est-ce que je m'assujettis à la TVA ou non? Eh bien c'est tout simple. Si votre bien immobilier, vous allez le louer à des particuliers, il n'y a aucun intérêt car le loyer que vous allez percevoir sera sans TVA, car vous n'allez pas facturer de la TVA à des particuliers. Par contre, si le bien immobilier que vous achetez est à destination d'un usage professionnel, là vous pouvez considérer vous assujettir à la TVA car vous allez facturer un loyer hors taxe sur lequel va s'ajouter une TVA à vos locataires professionnels et donc vous pourrez ainsi, avec la TVA que vous encaissez et la TVA que vous payez lors de vos achats, vous pourrez ainsi récupérer votre TVA et récupérer ainsi 20% sur une partie de vos achats. Ensuite, quand on veut créer une SCI, quelles sont les étapes? Étape numéro 1, il faut rédiger les statuts. La plupart du temps, les statuts sont plutôt basiques, mais il est intéressant peut-être d'y ajouter peut-être des clauses concernant un pacte d'associés, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter un pacte d'associés avec votre associé stipulant que si l'un des associés veut sortir de la SCI, l'autre associé a la priorité pour racheter ses parts. Vous pouvez peut-être même ajouter que le prix des parts revendu à un associé correspond au prix des parts à l'achat du bien et non pas au prix des parts qui a été actualisé au prix du bien le jour de la vente. Ce sont des choses auxquelles on peut penser afin de faciliter la vie de la SCI et l'association avec son partenaire. Pour la rédaction des statuts, vous en trouverez sur Internet, mais je vous invite à vous faire accompagner soit d'un avocat, d'un juriste ou d'un expert comptable afin de vous assurer que tout soit en ordre. Concernant le nom de la SCI, vérifiez à l'INPI que le nom ne soit pas déposé. Appeler votre SCI Nike ou Apple n'est pas une bonne idée car ces géants vont venir vous toquer à la porte et vous dire que ce n'est pas possible. Mais vous pouvez l'appeler basiquement comme vous voulez. Concernant le siège social, sachez qu'il est important, si vous le pouvez, de le mettre chez vous plutôt qu'à l'adresse du bien immobilier que vous allez acquérir. Car le jour où vous revendez ce bien immobilier, le tribunal de commerce pourrait vous dire « Ah, il n'y a plus de siège social » et prononce la dissolution. Pour éviter ce problème-là, ou alors, bien sûr, pour éviter d'avoir à transférer le siège social et de payer les annonces légales, les changements de statut et d'éviter ces coûts, le mieux c'est de la domicilier chez vous. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de rajouter sur votre boîte aux lettres le nom de la SCI en plus du vôtre. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut se poser quand on crée une SCI, c'est le choix fiscal. On a vu la différence et les options et les avantages et les inconvénients de choisir une fiscalité à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Que vous sachiez, pour l'impôt sur les sociétés, cet impôt se calcule d'une façon très simple. Jusqu'à 42 500 de bénéfices fiscaux, on paye 15% d'impôt. Et sur la partie au-delà de ces 42 500, on paye 25% d'impôt. Ensuite, il va falloir déposer le capital. Concernant le capital, je vous invite à faire le capital le plus petit possible. 100 € suffisent. Peut-être que votre banquier vous demandera un capital social plus élevé parce que ça va le rassurer, parce qu'il est un peu de la vieille école. Mais je vous conseillerais, si vous avez plus d'argent à mettre dans la SCI, de la mettre en compte courant plutôt qu'en capital. Pour comprendre les avantages de mettre de l'argent en compte courant plutôt qu'en capital social, je vous invite à consulter l'épisode sur le fonctionnement du compte courant.
Donc il va falloir déposer ce capital social dans une banque. Cette banque va vous créer un compte provisoire et le compte définitif sera créé lorsque le tribunal de commerce aura immatriculé votre société civile immobilière. Ensuite, il va falloir s'occuper des publications au journal officiel, les journaux d'annonces légales. La plupart du temps, si vous faites appel à un avocat, un juriste ou un expert comptable, ils vont s'occuper de ces annonces légales pour vous et vous aurez juste à vous acquitter des frais correspondants qui sont, suivant les journaux, entre 100 et 200 euros. Ensuite, il va falloir s'immatriculer et pour cela faire appel au centre de formalité des entreprises. Maintenant, tout est centralisé au niveau de l'INPI. Donc vous pourrez faire une demande d'immatriculation auprès du registre du commerce. Et la dernière étape, ce sera quand votre SCI sera immatriculé, un numéro de sirène et de SIRET vous sera attribué et vous aurez la délivrance de l'extrait CABIS qui est en gros la carte d'identité de votre société. Une fois votre SCI créé, vous pouvez aller acheter un bien immobilier, aller voir une banque pour faire un emprunt et commencer à développer votre patrimoine. Quelques points de vigilance pour finir. Concernant l'objet social, il est important que celui-ci soit le plus large possible pour ne pas se retrouver limité au bout d'un moment. Admettons que vous n'ayez mis que bien immobilier à location à destination de particuliers et qu'un jour vous avez l'opportunité d'acheter un bien à usage professionnel, vous allez devoir changer vos statuts, ça va entraîner des coûts, ça va vous faire perdre du temps. Vous ne voulez pas ça, donc essayez d'avoir des statuts les plus larges possibles, mettre l'acquisition de parts de SCPI, d'usufruit. Une fois de plus, l'idéal c'est de vous faire accompagner par un avocat, un juriste ou un expert comptable pour cela. Comme je le disais également, pour le capital social, le mieux c'est qu'il soit le plus faible possible car vous allez pouvoir le libérer. Si vous mettez un capital social de 100 000 euros, pour pouvoir profiter des 15% d'impôt sur les sociétés, vous allez devoir libérer ce capital, c'est-à-dire que vous allez devoir le mettre sur le compte de la SCI en totalité. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de 100 000 euros de liquidité. Si vous mettez un capital de 100 euros, c'est bien plus facile. Vous mettez 100 euros sur le compte de la société en tant que capital social, c'est réglé, le capital est libéré, vous pouvez profiter du taux réduit d'impôt sur les sociétés. Et comme je le disais, le reste, si vous avez de l'argent à mettre, mettez-le en compte courant associé, vous pourrez récupérer cet argent très facilement et net de fiscalité, alors que si vous le mettez en capital, le jour où la SCI fait des bénéfices, pour sortir cet argent, il y aura une fiscalité et quand vous aurez 10 000 euros à sortir, ce ne sera pas 10 000 euros dans votre poche, vous allez vous prendre un coup de ciseau et ça, on essaye de l'éviter. Ensuite, comment on récupère de l'argent d'une SCI? Première chose, c'est si on a mis de l'argent en compte courant associé, si la SCI a la trésorerie, on peut faire un retrait, c'est net de fiscalité, c'est juste un virement du compte de la SCI sur votre compte personnel. Bien sûr, il ne faut pas que votre compte courant soit débiteur. Deuxième cas de figure, vous pouvez vous verser des dividendes si la SCI dispose de réserves ou de reports à nouveau. Vous ne pouvez pas faire ça la première année car il vous faut un premier bilan pour cela. Et donc, cela va s'afficher dans votre bilan. S'il y a un bénéfice, vous allez devoir vous acquitter de l'impôt sur les sociétés et ensuite, à partir de ce bénéfice net, donc votre résultat fiscal auquel on va retrancher l'impôt sur les sociétés, ça va vous donner votre bénéfice net. Celui-là, vous pouvez décider de le laisser sur le compte, en réserve, report à nouveau, ou vous pouvez décider de le distribuer en dividende, bien sûr, à hauteur des parts de chacun. Si vous êtes à 50-50 et qu'il y a 10 000 euros de dividendes à distribuer, vous pourrez vous distribuer chacun 5 000 euros. Par contre, ce n'est pas 5 000 euros dans la poche car ces dividendes vont être imposés à la flat tax de 30%. Donc, petit coup de ciseau, et donc vous allez vous retrouver avec dans la poche 3 500 euros. Ensuite, on peut également se rémunérer en tant que gérant. Si on s'occupe des affaires courantes de la SCI et que la SCI génère assez d'argent, on peut donc se rémunérer, soit en salaire si on est dans le cadre d'un assimilé salarié, soit en rémunération dans le cadre d'un TNS. Les charges sociales et les retenues salariales ne sont pas les mêmes dans les deux cas. En gros, si vous voulez vous payer 1 euro quand vous êtes assimilé salarié, ça va coûter 1,86 € à la SCI. Et dans le cas d'un travailleur non salarié, si vous voulez vous payer 1 euro, ça va coûter 1,46 € à la SCI. Et enfin, une dernière façon de récupérer de l'argent, c'est de dissoudre la SCI.
S'il y a une plus-value, celle-ci va donc être imposée si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, elle va être imposée à l'IS et le reste va être imposé à la flat tax. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, eh bien le total va vous être versé et vous allez devoir payer des impôts sur votre revenu. Donc voilà les amis, vous connaissez maintenant comment la SCI fonctionne. Comme on l'a vu, il y a plusieurs façons d'acquérir de l'immobilier. On peut le faire en direct. À ce moment-là, il faut vraiment faire attention à sa fiscalité. On peut le faire aussi en LMNP. On peut le faire également au travers d'une SCI qui est souvent un montage très intéressant. Comme on a pu le voir au travers de la fiscalité, mais aussi des différents modes de fonctionnement propres à la SCI. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas bien sûr à le partager avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez mettre un petit like, ça me mettra le sourire. Vous abonner, comme ça vous êtes prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Moi je me réjouis d'avance de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.